qu'il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que les réponses sont là. Donc là vous avez une variable aléatoire. Je rappelle que les inégalités soient strictes ou larges, bah, c'est pareil. Donc là c'était toute large, mais c'était juste pour le rappeler, pour que ça rentre. Donc ici, ah oui, la capture d'écran était là, c'est mieux. Donc là c'est les résultats. Après certains ont arrondi au dixième, enfin plutôt au centième, au millième, au 10 millième, c'est comme vous voulez. Là j'ai mis 4 chiffres après la virgule pour que ce soit parlant pour tout le monde. Une très grande majorité vous avez vu juste. Il y en a certains par contre, enfin ils ont juste et oui et non. Moi ce qui devrait vous choquer, en tout cas moi ce qui m'interpelle, c'est quand vous mettez des probas négatives. Il y a certains qui m'ont mis un moins ici, ou là, ou même dans les trois. Il y a la machine, et puis il y a il y a vous, quoi. Et il faut mettre un peu de réflexion dans ce que vous faites. La machine, elle fait ce que vous lui demandez, donc bon, elle prend un résultat, mais ce résultat, il n'est pas forcément, c'est pas forcément celui qu'on attend. Donc si vous trouvez un négatif là, là et là, bah, une proba, c'est pas négatif. Vous devez dire que vous avez fait quelque chose de mal, ou quelque part, vous avez mal recopié peut-être tout court, ou la calculatrice, vous l'avez mal utilisée. Mais c'est pas parce que la calculatrice donne un résultat que c'est forcément juste. C'est ça qu'il faut faut se questionner quand c'est possible. Évidemment, si là il y a marqué 0,8 156 par exemple, je ne pouvais pas savoir si c'était vrai ou faux. Mais s'il y a marqué 1,2 ou parce que une proba c'est entre 0 et 1, s'il y a marqué 1,2 c'est pas normal, et s'il y a marqué moins 0,9759, là c'est pas normal non plus. Donc il y a une erreur quelque part. La machine ou vous, ça à vous déterminer, mais vous ne pouvez pas mettre ça comme résultat. Prenez une minute de réflexion pour savoir ce qui ne va pas. On passe au petit 2. Enfin l'exercice 2, mais c'était l'exercice 1 du livre, page je ne sais plus combien. Ici, donc je m'étais trompé en plus, j'ai fait un mauvais copier-coller. Donc, première capture d'écran peut-être là. Donc j'avais demandé la probabilité que Z soit strictement inférieur à moins 2,3. Donc ça faisait à peu près 0,11. Ah là je pourrais. Pourquoi ça. Normalement. Ah c'est mieux là. Ça faisait à peu près 0,011. Et après j'aurais dû demander strictement inférieur à 2,9. Et j'ai rajouté un moins. Parce qu'en fait j'ai fait un copier-coller. Enfin bref, un mauvais copier-coller. Du coup certains n'ont pas bien compris ce que je pouvais comprendre. Ils m'ont mis cette proba et pas la proba de la question 1. Donc, mais bon, certains ont compris, ont mis même les deux. Merci. Mais voilà. Là, ça c'est purement la calculatrice, il n'y avait rien à expliquer. D'accord. Ensuite, il y avait la question 2. D'accord. Alors la question 2, je vais l'écrire là, comme ça on voit clairement c'est la question 2, ici. Donc la question 2, bah, tout simplement, alors je vais faire comme ça, là, comme ça on verra ici. Question 2, là c'était le petit a, pardon, j'ai pas mis petit a, là c'est le petit b. Donc je rappelle que si vous prenez ici, il ne fallait donc pas utiliser l'outil de probabilité, seulement faire des calculs de base. Hein. Là, l'élève, donc il passe à l'événement contraire, c'est très bien. Je rajouterai, mais c'est très juste, pour ceux qui ne... L'événement contraire, techniquement, l'événement contraire de z supérieur ou égal à moins 2,3, techniquement, c'est inférieur strictement à moins 2,3. D'accord. Mais comme, ponctuellement, une probabilité normalement masse centrée réduite, elle vaut 0. Donc que je mette strictement inférieur ou égal, ça ne change rien. Donc ça, c'était juste pour l'expliquer. Donc quand on a là, on peut aussi écrire ça. Et après, on a la valeur donc utilisée ici. Donc là, la personne a pris une valeur plus précise que la mienne. Hein. Moi, j'ai pris 0, j'aurais pu écrire ça aussi. Hein. C'est la même chose. Donc la personne, elle a pris plutôt cette valeur-là. Et donc, elle trouve ça. Ici, le petit b, pareil. Donc là, c'était pas demandé, mais bon. Il a voulu, je pense, prendre du coup l'inégalité stricte là. Je rappelle qu'il y a égalité aussi. La probabilité que ce soit supérieur ou égal, c'est comme si c'est la probabilité qu'il soit strictement supérieur. C'est ce qui était demandé à la base. D'accord. Mais c'est égal tout ça. D'accord. Et je vous rappelle que quand c'est supérieur, enfin la probabilité que ce soit supérieur à 2,9 ou inférieur à moins 2,9, c'est pareil, à cause de la courbe de Gauss, qui est symétrique par rapport à l'axe désordonné. D'accord. Donc, supérieur à 2,9, c'est comme inférieur à moins 2,9. C'est pareil. Je pense que, enfin moi en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, mais peut-être pas vous. Hein.
Moi, le graphique, il m'aide grandement. Enfin, déjà, dans ma tête, je vois un graphique. Je vois pas des formules ou autre. Je vois la courbe et je me représente la courbe. Donc, c'est comme ça que je retiens tout ça. Mais après, peut-être que vous fonctionnez autrement. Donc, ça, c'était bon. Première capture d'écran, s'il vous plaît. Et on va demander à Lucas, le screener de la TS1. Ensuite, je pense qu'il l'a faite, j'imagine. Maintenant, on va passer au C. Alors le C, il était là, donc il est réécrit là. Donc la personne qui m'a fait ça, elle savait pas faire inférieur ou égal, c'est normal. Donc ça c'est inférieur ou égal, ça c'est inférieur ou égal. Donc là, on aurait pu mettre inférieur strict ou égal, d'accord. Donc là, c'est très bien ce qu'elle a fait. Donc ici, souvenez-vous, c'est le cours et c'est même faites-vous la courbe de Gauss pour vous représenter ça. Donc là, si je fais la courbe de Gauss ici, on veut entre moins 2,3, ah non c'est non c'est bon, moins 2,3 et 2,9, je veux tout ça. Donc c'est comme si je prenais l'air entre moins l'infini et 2,9, donc tout ce qui est entre moins l'infini et 2,9. Mais comme il y en a trop, j'enlève ce qui est en trop. Ce qui est en trop, c'est donc la partie entre moins l'infini et moins 2,3. Donc d'après les valeurs au-dessus, vous obtenez ça. Là aussi, c'était intelligent aussi de faire ça, de passer au complémentaire. Ça, t'as pas fait comme ça, mais là, je pense que c'était malin de le faire. Donc, être inférieur à moins 2,3 ou supérieur à 2,2, je passe au contraire. Donc, finalement, le contraire d'être inférieur à moins 2,3 et supérieur à 2,2, c'est être entre eux, inférieur ou égal, là, pour que ce soit clair pour tout le monde. C'est donc être entre moins 2,3 et 2,9. Et ça, on avait calculé juste derrière, en petit c. Ça, c'est le petit c. Donc voilà, on trouvait ça. Capture d'écran peut-être. Elle a été faite la capture d'écran précédente, parce que je n'ai pas regardé. Il y a beaucoup de messages entre temps. Ah oui, c'est... Non, ça n'a pas été fait. Alors Lucas, tu t'es absenté aux toilettes? Ah non, c'est bon. Merci. Et donc, je termine par deux petites, comment dire, des choses qui doivent vous questionner. Qu'est-ce qui vous choque dans la réponse de la personne qui a écrit ça? Voilà, donc là, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi je trouve plus grand que 1? Le raisonnement, il est juste, en fait, de mémoire. Le raisonnement, il est juste, mais c'est les valeurs qui ont été prises qui sont fausses. D'accord? Je sais plus laquelle c'est, mais... Par contre, je pense que la personne a voulu... Ça, c'est juste d'écrire ça. Si on veut mettre un plus, la probabilité de ceci, comme l'ensemble est disjoint, enfin, qu'ils n'ont rien en commun, je peux écrire moins 2,3 plus la probabilité que z soit supérieur à 2,9. D'accord? Je pouvais écrire ça. Par contre, j'ai un doute, je sais plus, là, je m'en souviens plus ce qui était faux. Par contre, il y a une des valeurs qui est fausse quelque part ici. Donc ça, c'est absurde, hein. Donc là, il y a une erreur quelque part, je sais pas où, mais je m'en souviens plus. Absurde. Et là, deuxième absurdité, donc l'élève m'écrit ça, et qu'est-ce qui vous choque aussi? Donc ça c'est bon, que les inégalités soient strictes ou larges, ça ne change rien. Donc là, je dis ok. Et qu'est-ce qui vous choque? Est-ce que c'est choquant d'écrire ça? Normalement, il n'y a qu'un seul résultat. Vous pouvez pas me dire, mon calcul, il vaut 2 ou il vaut 10. C'est pas... non, il faut choisir. Soit il faut choisir, ou soit ce que vous pensez, c'est faux. Je pense qu'il y a une mauvaise interprétation du calcul. Donc je pense que je m'en souviens plus très bien, mais effectivement, ça, c'est de la probabilité de P de Z inférieure strictement à moins 2,3. Ça, c'est la probabilité que Z soit supérieur à 2,9. Mais le calcul, il dit pas je veux ça ou ça, c'est quelle est la probabilité d'être dans ce cas-là ou dans ce cas-là. Normalement, j'ai qu'un seul résultat. Là, c'est absurde aussi d'avoir deux résultats différents. À la rigueur, vous m'écrivez, je sais pas moi, soit c'est 1,5 ou 0,5. Je veux bien que la rigueur, même si le ou ne me convient pas, mais je vois ce que vous voulez dire, mettez plutôt un égal. Mais là, c'est deux résultats différents, je comprends pas. Donc j'ai compris l'erreur, mais il y a une erreur de raisonnement déjà, et puis il y a une erreur, je trouve, de proposer une réponse comme ceci.
ça veut dire que vous n'avez pas compris ce que vous faites. Donc je termine là. Suspend. Là, beaucoup d'élèves, enfin beaucoup, j'étais surpris, mais pas beaucoup, peut-être il y en a 5 ou 6, ils n'ont pas fait du tout la question 6. Soit ils n'ont pas compris, soit ils ont oublié, soit il s'est passé quelque chose. Donc là, quelqu'un a très bien fait les graphiques. Pardon? Bah oui, c'est difficile de ne pas voir. Enfin, je sais pas. Bon, peut-être aussi. Mais en tout cas, voilà, ceux qui l'ont fait, tout le monde y a réussi, je crois. Ceux qui ont fait la question ont réussi. Et là, cette personne-là a très bien fait les schémas. Je ne ferai pas mieux qu'elle. Donc voilà, la probabilité que ce soit inférieur strictement à 2, donc à partir de 2, vous coloriez tout ce qui est entre moins l'infini et 2 sous la courbe. Là, c'est entre supérieur à moins 1, donc tout ce qui est supérieur à de moins 1 plus l'infini. Donc voilà, on assure. Et ainsi de suite pour les deux cas. Voilà. Je pense que ça... Alors, il y en a qui... Vraiment, c'est important de savoir faire ça. Je dirais même que c'est essentiel pour comprendre ce que vous faites. Voilà. Comprendre que quand vous avez une loi normale et que vous calculez des probabilités, au fond, géométriquement, vous calculez des aires sous une courbe. Et cette courbe, c'est, je rappelle, la fonction de Laplace-Gauss. Ça, c'est déjà important, puisqu'après, tout le reste, ça n'est que de l'abstraction. Vous prenez votre calculatrice, vous tapez des trucs avec votre calculatrice TI ou Casio ou peu importe. Ça vous sort un résultat, et ça, c'est pas très parlant, je pense, comment il y trouvait ce calcul. L'autre fois, Nolan, il m'avait posé la question, si vous préférez pas utiliser des manips parce que c'est compliqué, si votre calculatrice calcule des intégrales, il est bien de dire la probabilité finalement c'est l'intégrale entre, par exemple pour le petit a, entre moins l'infini et 2, et comme votre calculatrice ne gère pas moins l'infini, vous mettez moins 10 puissance 6 et 2, et ça elle le gère. Et là vous avez quand même une approximation suffisante. Donc ici on va passer donc côté court. Donc là c'est important ce théorème. Donc là ce que je vous dis, c'est ce que je répète ce que je disais, le alpha ici il faut le voir comme l'erreur possible qu'on peut se donner comme marge d'erreur. Souvent on prendra 5%, mais bon c'est pas forcément le cas, mais théoriquement c'est pas ça le problème, mais en général ce sera 5%, et le 1 moins alpha justement va représenter le pourcentage de confiance. Si j'ai 5% d'erreur, ça veut dire que j'ai 95% de confiance. Donc c'est pour ça qu'ici il y a le 1 moins alpha et que là il y a alpha. Donc c'est juste pour que vous vous habituez à une présentation dans le milieu statistique. Mais mathématiquement, j'aurais pu mettre ici tout simplement un bêta, et là j'aurais bêta par exemple. C'était pas, je pourrais le faire. Mais donc là je me donne une probabilité, d'accord, un pourcentage d'erreur. Là je vais calculer donc du coup la probabilité d'avoir ce pourcentage de confiance par contre, parce que j'ai 1 moins alpha. Et je vais chercher un intervalle centré du coup en z. C'est-à-dire je cherche un intervalle du type moins alpha, moins u, u, ou moins u alpha, u alpha. D'accord? Ça c'est le théorème. Et quand on le cherche, on sait une chose, c'est qu'il existe un unique. Il est unique cet élément. Ça c'est important. En maths, souvent on recherche l'unicité. Et là, et quand on en a, on est content. Là, il existe un unique réel, ça c'est important, strictement positif, d'accord? Ça c'est la chose importante du résultat ici. Il existe un unique. Donc je pense qu'il n'y a pas de question, parce qu'il n'y a pas forcément grand chose à comprendre. Alors maintenant, on va se représenter ce que ça veut dire. Et par contre, ça c'est important que vous ayez ce réflexe-là de visualiser ce que veut dire ce théorème. Donc toujours ce que je vous ai dit, une probabilité avec la loi normale, centrée réduite ou pas, mais bon on va dire la loi normale centrée réduite, c'est une question d'air. Donc si j'associe ce résultat de la propriété 10 à un graphique, donc déjà comme j'ai la loi normale centrée réduite, j'ai la courbe de Laplace-Gauss, ok. Et qu'est-ce que dit ce théorème? Il dit que si je me donne un alpha, et donc je vais chercher l'aire sous la courbe tel que l'aire sous la courbe soit de 1 moins alpha. Et il faut que ce soit centré en 0. C'est-à-dire que là, vous avez 0. D'accord. Je vais chercher, il n'y en a qu'un seul possible, et c'est évident quand vous voyez maintenant graphiquement. Donc en fait, quand vous avez ça, là, vous avez moins u alpha, et là vous avez, donc il est bien centré en 0, u alpha.
l'air qui est là, finalement je cherche un U, et il existe et il est unique, c'est le terme qui dit, tel que l'air qui est sous la courbe soit égal à 1 moins U alpha unité d'air. Donc c'est un alpha, c'est pas un 2. Hop. D'accord? C'est ça le théorème qui dit, c'est que si je cherche une telle surface, il va exister un U alpha, et du coup on aura un intervalle moins U alpha, U alpha. Ça c'est le théorème. Maintenant comment on va déterminer ce U alpha? On sait qu'il existe et qu'il lui dit que c'est comment on va le déterminer. Capture d'écran. Bon. Le graphique est très important, en tout cas je trouve. Est-ce que je peux avoir les deux? Non, je pourrais pas avoir les deux. Non, je vais faire comme ça. Donc c'est pour ça que le titre du, je sais plus de combien là, c'est donc intervalle centré en 0. D'accord? C'est important là, le fait que l'intervalle il soit centré en 0. C'est ce qu'on va rechercher. La calculatrice peut faire mieux que ça, mais nous on va faire, enfin on pourrait faire autrement bien sûr. Mais là c'est important que ce soit centré en 0. Vous voyez là c'est centré en 0. Si je prends, j'enlève la règle, hop, et je mets un petit gros point ici. Là c'est centré en 0. Maintenant, passons à la suite. Donc la démonstration, je vous en fais cadeau, comme depuis longtemps déjà. Et on va faire l'exercice méthode. D'abord, je vais faire la petite explication. Non, c'est ici. Hop. Alors ça c'est le cours, ça c'est l'application, l'exercice méthode. Alors, donc, déterminer un intervalle centré en 0, donc de probabilité donnée. C'est le théorème qui dit il va exister un intervalle U alpha. Donc là c'est important, donc on se donne, on veut chercher un U strictement positif, tel que la probabilité que Z soit entre moins U et U soit égale à 0,95. Alors, ceux qui ont la Numworks et la T83, je ne sais plus pour la Casio, je crois que non, ça va être plus simple que pour les autres. Parce que attention, il y aura des petits pièges pour ceux-là, ceux qui n'ont pas une calculatrice performante. Donc, dans certains modèles, d'accord, on doit transformer le problème. Donc, pour la Numworks, par exemple, parce que je l'utilise maintenant quasiment que celle-là, je crois que je vais regarder. Pour la T83, je vais regarder ça. C'est 1 normal. Il n'y a pas de problème aussi, sauf que j'espère que vous avez fait la mise à jour, parce qu'il me semble que ceux qui n'ont pas fait la mise à jour n'ont pas l'option que je vais vous afficher. Des fois, avec la Numworks par exemple, ou la TI83 avec mise à jour, il suffit de rentrer ce 0,95 correctement et vous avez le fameux U qu'on vous demande. Mais le problème, certaines calculatrices, vous ne pouvez pas rentrer le U parce qu'ils ne réfléchissent pas sous cette manière-là. Ils réfléchissent plutôt de cette manière-là, c'est-à-dire que P de Z inférieur ou égal à U. Ils vont vous trouver le U juste pour cette probabilité-là, mais pas pour la probabilité qu'on vous pose en général entre moins U et U. Et pour ça, il faut déplacer le problème. Il y a un calcul à faire pour ceux qui n'ont pas une calculatrice adaptée à ce genre de problème. Et il faut transformer le problème donc en P de Z là, entre moins U, en un problème en probabilité de Z inférieur ou égal à U. Et pourquoi ceci est vrai? C'est peut être une question de cours d'ailleurs. Pourquoi ceci est vrai? Donc déjà je le dirai juste après mon explication. Mais donc attention, si vous avez 1 moins alpha qui vaut 0,95, du coup ben là vous avez donc vous avez alpha qui vaut 0,05. Donc si vous faites 1 moins la moitié de 5%, là vous obtenez le 0,975. Ça, ces deux valeurs sont importantes. Je vais les mettre ici. Là il y a lui, d'accord, et il y a lui. Donc, vous verrez tout à l'heure dans le cours, vous l'avez peut-être sous les yeux, que il faudra, pour certains modèles, il faut utiliser cette valeur-là, et pour d'autres modèles, parce qu'ils ils n'arrivent pas à résoudre de cette manière-là, il faut utiliser cette valeur-là. Pourquoi a-t-on donc, je fais pas beaucoup de démos, mais je pense que c'est intéressant de voir l'explication de ce point-là. Là. Donc pourquoi, on va essayer de montrer ça. Donc c'est pas à connaître par cœur. Pour ça, pourquoi je vous lance que si vous ne connaissez pas par cœur, si un jour vous paniquez, évidemment, vous ne passez pas le bac cette année, mais l'année prochaine, ou moins vous retenez ça, si vous ne savez pas comment on passe de là à là, bah, ce serait bien de le savoir. Donc ici, déjà, je vais essayer d'exprimer cette probabilité en fonction de U. En fait, c'est mon objectif, c'est de ne pas utiliser le moins U, mais que U, hein, exclusivement U.
et non pas ses dérivés. Moins U, 2U, moins 3U, peu importe. Donc ça, je vous rappelle le cours. Pourquoi j'écris Z comme ça? C'est inférieur ou égal à U, moins la probabilité que Z soit inférieur ou égal à moins U. Je crois que ça vous va. Je vous refais la petite courbe de Gauss là. Moi dans ma tête je vois ça, comme je vous l'ai dit. L'air qui est entre moins U et U, c'est l'air qui a entre moins l'infini et U, auquel je retranche l'air qui est entre moins l'infini et moins U. D'accord? Donc là c'est bon, ce premier terme dans ma différence, je ne le touche pas, c'est pas, j'ai la probabilité de Z inférieur ou égal à U. Mais c'est lui qu'il faut que je transforme en probabilité de Z supérieur à U, inférieur ou égal à U. Comment je peux faire ça? Quelqu'un a des idées? Alors très bien, alors parenthèse, 1 moins, probabilité de quoi? Probabilité de Z inférieur à U. Mais là si c'est inférieur, ça va être quoi, Ava? Supérieur. Supérieur plutôt, strict d'ailleurs. Strictement supérieur à moins U. Non, j'aurais pas fait ça en fait, je me rends compte. Mais bon, est-ce que ça marche quand même? Non, c'est pas très intéressant. Non. Enfin, Mais c'est pas ça que je voulais faire. Ah oui, c'est pas ça que tu voulais faire, c'est normal. Alors, qu'est-ce que tu voulais faire? Je voulais faire 1 moins P de Z inférieur à U. Mais c'est pas ça. Non. Par contre, regarde. Toujours court. Enfin, je sais pas si ça même, peut-être que tu as raison là, mais je préfère m'aventurer dans mon raisonnement. Ici, j'ai la courbe de Gauss. Qui devrait être centrée sur l'axe des ordonnées. Là, j'ai la probabilité que Z est inférieur à moins U. Donc, ça correspond à cet R qui est là. Si je dois utiliser U, quelle probabilité je peux utiliser? Oui, Tom qui vient de... J'entends Tom de très très loin comme s'il était dans le paradis des maths. Mais oui. Donc, voilà. Du paradis des maths, Tom me dit que ça. Et il a raison. Donc du coup là j'ai tout exprimé en fonction de U, mais le problème c'est à cause il ne faut que des inférieurs. Et comment on peut régler ce problème là? Comment je peux, à la place d'avoir supérieur, ou je veux inférieur, qu'est-ce que je fais? Ben voilà, ça c'est... Voilà. Et là je mets strict, techniquement je mets strict, mais je vous rappelle que strict ou large c'est pareil, parce que la probabilité elle est continue. Bon, voilà. C'était ça que je voulais faire en fait. Bah voilà. Mais du coup, Et l'erreur classique de certains élèves, c'est d'écrire ça comme ça. Qu'est-ce qui manque, Ava, tiens? Voilà, des parenthèses. Souvent, vous faites des choses bien, et tout d'un coup, pour une petite erreur de niveau les quatrièmes, vous n'obtenez pas ce que vous attendez, c'est dommage. Alors ici, du coup, bah, je simplifie. Ça va faire P de Z inférieur ou égal à U. Moins 1, moins... Plus, pardon. P de Z, j'allais paniquer. Vous voyez, j'allais mettre à moins. Je me suis dit, mais mince, ça va s'annuler avec ça va faire 0, c'est pas normal. Et je me suis repris, j'allais trébucher, et hop, je me suis ressaisi, j'ai vu que ça faisait moins et moins, ça faisait plus. Vous voyez un exemple d'erreur qu'on peut faire. Donc c'est pas normal que les termes en U s'annulent. Donc faut que votre esprit reste vigilant. Donc là c'est 2 fois P de Z inférieur ou égal à U, moins 1. Donc du coup, cette expression là, si je la remplace ici, et après que j'isole le P de Z inférieur ou égal à U, j'obtiens le 1 moins alpha sur 2. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc ça c'était l'explication comment passer de cette expression à celle-là. Donc comment exprimer une probabilité sur une variable aléatoire qui est centrée sur un intervalle, sur une probabilité là qui n'est pas centrée sur un intervalle. Donc voilà l'explication. Après bien sûr là je vous laisse faire comment trouver le 1 moins alpha sur 2. Hein. Je le répète, vous mettez l'expression trouvée ici, à la place de Z, entre Z et moins U et U. Et donc vous ajoutez 1 et vous divisez par 2, vous trouvez ça.
Maintenant, petite pause. Donc ça dépend donc des modèles. Donc là je rappelle quand même le contexte. Il faut que je trouve mon fameux U pour que la probabilité que Z soit entre moins U soit de 0,95. Mais le problème, c'est que certaines calculatrices, on ne peut pas rentrer cette valeur 0,95 du fait qu'elle est incapable de retrouver U dans cette configuration-là. Par contre, il y a des modèles qui peuvent retrouver U dans cette configuration-là. C'est-à-dire que pas un intervalle centré en U, mais un intervalle d'extrémité U. Centré en 0, pardon. Un intervalle centré en 0, alors que là, c'est un intervalle qui est donc de borne U. Alors ici, donc résoudre ce problème-là pour certains modèles de calculatrices, ça revient à résoudre ce problème-là. Donc la probabilité que Z soit inférieure ou égale à U, c'est de 0,975. Sur la NumWorks, on n'a pas ce problème puisque on peut choisir l'intervalle centré là. Vous pouvez choisir le résultat choisi, il sera centré par rapport à l'axe des ordonnées. Pareil pour la T83. Alors la NumWorks, il n'y a aucun problème, il suffit de choisir cette option-là. Pour la T83 Premium, c'est important, il faut absolument sélectionner, mais par défaut, je crois qu'il est, en tout cas chez moi, il est tout le temps, non, mais il faut sélectionner la zone que vous voulez, c'est centré, d'accord? Donc si vous mettez gauche ou droite, vous n'aurez pas ce qui est demandé. Par contre, pour les TI plus d'un modèle inférieur, ou pour les Casio, par contre, je ne sais pas pour quel modèle c'est, là, il n'est pas capable de faire donc le résoudre le problème tel qu'il voulait poser. Vous devez le transformer en un problème. Donc je vous le montre ici en un problème comme ça. Là. Voilà, je vais prendre ma règle ici comme ça. Il faut transformer le problème ici comme ça. Non, peut-être ça sert à rien. Il faut transformer le problème comme ça. Chercher une probabilité de Z inférieure ou égale à U et pas Z entre moins U et U. Donc dans tous les cas, ce que je vous demande, donc quel que soit votre modèle, c'est de trouver ce fameux U. On y va, là je vous laisse une petite minute ou deux, grand max, parce que c'est bien. Donc ici ce qu'il faut comprendre, donc on a trouvé le fameux U, en veillant bien à prendre la bonne par rapport au modèle qu'on a, ce qui calcule vraiment. Mais donc à la fin, le U qu'on trouve, je rappelle, c'est le U qui correspond à la probabilité que le 2Z compris entre moins U et U, ce soit 0,95. D'accord? On pourrait l'écrire ici en bas, pour que tout le monde comprenne ce qu'on a trouvé. Je pense que c'est important d'ailleurs que vous compreniez ce que vous avez trouvé. Parce que souvent, la calculatrice, vous l'utilisez, vous ne comprenez pas trop ce que vous faites. Donc ici, la probabilité que Z soit compris entre moins 1, bon je vais arrondir 1,96 et 1,96, c'est à peu près bien sûr 0,95. Vous pouvez vérifier avec normal frep ou je ne sais pas ce que vous utilisez avec la NumWorks. Quand vous mettez une probabilité entre moins 1,96 et 1,96, vous avez à peu près 95%. Si Lucas pouvait faire la capture d'écran de la NumWorks quand il met comme probabilité moins 1,96 et 1,96, là, quand il met ça et ça, on a à peu près 0,95. On a peut-être un peu plus, non, attendez, non, un peu moins puisque l'air est plus petite normalement. Merci Lucas pour la capture d'écran. Je vais mettre pause. Pour la vidéo, donc vous allez faire les parties exercice d'exercice 7, page 414. Je ne l'ai pas écrit. Donc déterminer donc le U04 bien sûr avec 2 décimales, sachant que par rapport au cours, c'est le fameux alpha, il vaut 0,4. Donc tout le monde est d'accord, donc suivant votre modèle, attention, si vous avez une T83 ou NumWorks, c'est 0,6 qu'on mettra. Et si vous avez une Casio ou une T82, c'est 0,8 à cause du fait de la manière dont vous résolvez le problème. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Du coup, on trouve avec la calculatrice on trouve U alpha, donc le U04, comme elle avait dit Ava, et Tina a confirmé. J'ai éteint ma calculatrice, je suis bête. Mince. Elle ne veut plus marcher. Ah si. 0, on veut dire aux 2 décimales. 84, c'est ça? Ok. Ouais. Vous voyez que c'est extrêmement simple.
En tout cas, mais la difficulté, elle est juste dans le fait qu'il faut bien prendre la bonne valeur. Donc, une variable aléatoire grand X, d'accord, elle suit la loi normale de paramètres importants ici. Il y a des nouveaux paramètres, mu c'est l'espérance et sigma carré c'est la variance, parce que sigma c'est l'écart type. Souvenez-vous, l'écart type c'est la racine carrée de la variance. Donc si vous mettez l'écart type au carré, vous avez la variance. Donc une variable aléatoire donc, qui suit la loi normale de paramètres mu et sigma carré, on dit que c'est une loi normale. On dit que c'est une loi normale, on dirait au sens général, si lorsque à x on lui retranche l'espérance et qu'on divise par l'écart type, on obtient ici une loi centrée réduite. Tout ça c'est un peu technique parce qu'on ne vous fait pas trop manipuler les sommes de variables aléatoires. Vous voyez là on fait des opérations avec des variables aléatoires. C'est pas au programme, c'est pas. Mais vous allez voir, on va un peu en faire d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça paraît un peu abstrait de faire des opérations sur des variables aléatoires. Mais ça demande un peu de pratique et d'exercice, mais c'est pas trop dans l'esprit de. Donc en fait, dans la théorie en tout cas, en terminale. On fera un petit peu en pratique, mais là c'est vrai que ça paraît un peu abstrait comme définition. Donc finalement, une loi, c'est une loi normale de paramètres mu et sigma, si je peux me ramener par des opérations à une loi normale centrée réduite. En gros, c'est ça. Donc, quand on a une loi normale au sens général, vous avez donc une fonction de densité. Ok, alors là, forcément, vous avez une fonction, donc une densité de probabilité. Et cette fonction de densité de probabilité, vous voyez, elle ressemble à ça. C'est aussi une courbe en cloche. D'accord, j'en parlerai juste après. Ça, c'est aussi une courbe en cloche. Mais une autre en cloche. Et pas comme celle de Laplace-Gauss, mais elle a la forme d'une courbe en cloche aussi. Et au passage, comme c'est une fonction de densité, ça c'est important, je ne l'ai pas écrit dans le cours écrit, mais l'intégrale sur R, donc entre moins l'infini et plus l'infini de f de x dx, ça vaut combien d'après vous? 1, voilà, ça c'est important, c'est parce que c'est une densité, hein, car f, densité de probabilité. Tout ça c'est admis bien sûr. C'est pas quelque chose qu'on peut démontrer, que vous pouvez démontrer. Ce qui se démontre bien sûr, mais qu'on ne va pas le démontrer, c'est pas du tout l'objet de la terminale S. Je vais refaire, donc là on voit que ma fonction f, là si je la représente, par exemple j'ai pris le cas où mu égale 5, je le redis pour la vidéo, mu égale 5, je vois que l'équation x égale 5, ça donne la droite de symétrie de la courbe. Donc vous voyez bien que si mu est égal à 0, donc c'est-à-dire centré, on voit bien que l'axe des ordonnées sera l'axe de symétrie. Et comme disait Morgan, là on disait donc plus mu est grand, plus la courbe s'aplatit. Et si vous voulez, j'imagine, hein, j'ai jamais trop fait ça, mais dans les modélisations, quand on fait par exemple la courbe du Covid, là, vous voyez, on aimerait que le sigma il soit très grand. Parce que plus le sigma est haut, plus l'épidémie elle est rapide et du coup on a du mal à gérer. Ce qu'a essayé de faire le gouvernement finalement avec le confinement, c'est d'avoir un sigma, si vous voulez, qui soit le plus élevé possible, pour que on puisse traiter, si vous voulez, la masse de personnes. Enfin, s'il y avait une modélisation, et je ne sais pas si elle est comme ça, je ne sais pas en fait, hein. C'est pas du tout mon métier, mais donc vous voyez que donc l'État essaie de faire, c'est d'avoir une courbe en cloche la plus plate possible. Donc si on avait eu quelque chose comme ça, je pense que le pays aurait été débordé comme ça. Donc je pense qu'on a essayé d'aplatir cette courbe, donc en mettant, si vous voulez, un écart type élevé. Ok, c'est bon ça? Des questions? Pas de questions? Et au passage, cette courbe, vous voyez bien que si je prends mu égale 0 et sigma est égal à 1, ben vous avez la courbe de Laplace-Gauss. C'est donc la fonction que vous venez de voir, ben, c'est une généralisation de la courbe de Laplace-Gauss qui a été trouvée après, si vous voulez, puisque après on s'est amusé à jouer sur certains paramètres. C'est comme ça qu'après on a trouvé donc cette fonction. Je voulais vous montrer plutôt ça. Non, ça, non. Oui, je voulais vous montrer ça. Vous voyez ici, on peut simuler par exemple. Si, là c'est la moyenne, enfin l'espérance.
si je déplace, la courbe va se déplacer. C'est juste une translation, vous voyez. On est ici, là, on est donc à 1,4. Donc la courbe, elle est centrée en 1,4. Son axe de symétrie, il est ici. C'est la droite d'équation x égale 1,4. Donc je peux me déplacer comme ça, vous voyez. Et vous voyez que là, mon sigma est égal. Alors si je mets mu égal à 0, j'ai donc l'espérance nulle, mais je ne suis pas arrivé à voir ce qu'il y a. Je n'arrive pas à déplacer l'écran là. Bref. Donc si mu est égal à 0, vous savez que la courbe elle est centrée, elle a comme axe de symétrie l'axe des ordonnées. Donc je vais le mettre plus là par là pour qu'on voie bien. Et si vous prenez un sigma, vous voyez, petit, voilà, si je prends un sigma de plus en plus petit, vous voyez que la courbe elle commence à monter, à monter, à monter, à monter. Donc ici je prends un sigma de plus en plus grand, la courbe elle commence à diminuer, enfin à s'aplatir de plus en plus, à carrément devenir quelque chose de plat, vous voyez, quasiment quelque chose de plat, mais qui n'est pas plat, mais qui est quasiment plat. Donc vous voyez, donc par contre le cas, je sais pas, c'est une truc que j'ai trouvé sur internet, je sais pas à quoi ça correspond. Ah, si, ça correspond, c'est ça. Là vous voyez, c'est pour les intervalles 1 sigma, 2 sigma, etc. Mais c'était pour vous montrer que quand on peut jouer sur les deux paramètres, donc des fois quand on fait des modèles mathématiques, on essaye de donc déjà trouver une bonne moyenne, et après d'avoir trouvé une bonne moyenne, de chercher ce qui nous arrange d'avoir sur l'écart type. Et c'est ça que les modélisations, elles jouent sur ces paramètres-là. En partie, il y en a d'autres plus complexes, bien sûr, mais c'est en partie. Juste comme ça. On termine le cours par le fait que une loi normale, finalement, elle est définie par ces deux paramètres, donc mu et sigma, d'accord. Donc mu c'est l'espérance et sigma c'est l'écart type. Mais quand on parle de la loi normale, on dira toujours mu sigma carré. Je ne sais pas pourquoi, moi j'aurais préféré mettre que sigma, mais on met bien sigma carré. Je ne sais pas pourquoi, ça c'est pas moi qui décide. Mais ce qui est important, c'est le sigma et le mu. D'accord. Ensuite, on fera ce genre d'exercice la prochaine fois. Vous voulez qu'on le fasse maintenant? C'est vous qui voyez. Donc là, on va faire l'exercice méthode du cours. Donc ça, c'est vraiment les exercices, voilà, avec un contexte et donc avec une modélisation. Voilà, là, on n'est plus dans la théorie pure avec juste des variables aléatoires qui veulent rien dire. Là, on est donc dans un contexte très précis et qui aura plus de sens peut-être pour l'application des formules. Donc, je vous laisse le faire. Tu regardes la vidéo. Et pour ceux qui ont une TI en dessous de la 83, vous mettez ici, donc là c'est l'espérance, donc vous mettez 12. Là, vous mettez la nouvelle l'écart type, c'est 0,08. Et là, vous mettez les bornes. Donc, comme vous n'avez pas de borne inf, vous mettez donc un nombre très petit. Donc, c'est pas tout ça. Vous mettez moins 10 puissance 6. Et en borne sup, vous mettez 11,9. C'est exactement la même manip. Donc là, vous devez avoir ici, je barre toutes ces petites valeurs. Vous devez avoir moins 10 puissance 6, virgule en fait. Virgule 11.9, virgule 12, virgule 0.08. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous trouvez quand vous faites ça? Et pour les Casio, bon. Rapidement, là vous mettez pas moins 1, vous mettez moins 10 puissance 6. Là, la valeur haute c'est 11,9. D'accord. La moyenne c'est 12. L'écart type c'est 0,08. Voilà. Pour la Numworks, on ne parle pas, c'est très très simple. Dans le menu ici, vous changez les valeurs là par rapport à mon graphique, mais je pense que j'ai rien à vous apprendre. La Numworks c'est tellement évident. Vous ne mettez pas les bonnes valeurs et là vous mettez les probas que vous voulez et vous cherchez plutôt un intervalle comme ça, centré, enfin du côté gauche, pardon, intervalle à gauche. Donc il n'y aura pas ça dans la Numworks et vous mettez 11,9. Oula. Tout le monde part, non? C'est quoi cet affolement des bots? Ouais, mais je crois que le bot il part en vrille, mais genre méchamment. En fait, je l'ai redémarré. Du coup, il a plus tout le monde. Ah, d'accord. Donc, pour terminer rapidement, je vois qu'il y a des impatients, mais on refera ça la fois prochaine, jeudi prochain. Est-ce que vous trouvez tous ça, ceux qui ont fait les manips? Oui, c'est bon. Du coup, ok. Et maintenant, on va essayer de faire les autres. Supérieur à 12,2. Moi, je trouve, si vous le faisiez 0,006,
Et je vais mettre 209 et 664. Allez, je les mets tous, comme ça vous savez si ça colle ou pas. Et après, pour l'intervalle ici, borné 11,9, 12,2. Non, je suis trompé. Vous obtenez 0,88 en 3814 06. Capture d'écran pour ceux qui essaient de le faire à distance, enfin sans le stream. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Et deuxième capture d'écran. Bon, l'interprétation on le fera plus tard. Vous aurez juste, enfin là j'ai rajouté, vous aurez des questions sur cuisinière avec des calculs de probabilité générale à faire, mais l'interprétation on verra ça plus tard. C'est pas, on aura le temps de le travailler la prochaine fois. Ok? Donc on s'arrête là et on poursuivra le cours. On fera la question 2 la prochaine fois. Ça vous va? Ou alors vous voulez continuer jusqu'à 16h. C'est comme vous voulez. Non, c'est bon? Bon, je crois qu'il y en a qui veulent déjà partir. C'est normal. Alors, le cours, on va terminer. Alors, je termine le cours. D'abord, je termine.